Troisième et dernière partie de notre émission dont le numéro de ce jour est consacré au décryptage de la crise que vivent en ce moment le Bénin et le Niger. Très rapidement, Siddiq Abba, et là c'est à l'analyse politique et que je pose la question, c'est aussi un autre point politique. En janvier dernier, on l'a vu, le Niger dit être sorti de la CEDEAO avec effet immédiat. C'était avec le Burkina Faso et le Mali. Là aussi, le président Patrice Talon aurait dû en prendre acte, y compris tenir compte de son implication qui veut dire qu'il n'y a plus de libre circulation des biens et des personnes à partir du moment où le Niger dit ne plus faire partie de la CEDEAO, ce qu'il n'a pas fait. Oui, mais il n'y a pas que le Bénin, les autres pays. Moi, je suis revenu de Côte d'Ivoire, je suis revenu du Sénégal. Et les autres pays aussi ont considéré que, même si le Niger a dit que son retrait était immédiat, il fallait appliquer les textes. Et les textes que de la disent CEDEAO, les textes? Les textes disent un an. Entre le moment où vous déclarez que vous êtes sorti et le moment où la sortie vous est accordée, ça prend un an. Donc les autres pays n'ont pas tenu compte de la déclaration des trois pays et aujourd'hui encore, heureusement... Donc le président Patrice Talon a raison au moins, ne serait-ce par rapport à ce point, oui, d'espérer que le Niger ouvre à nouveau ses frontières. Oui, absolument, je pense qu'il faut travailler à ce qu'on trouve une solution à ça et il faut même, et j'ai espoir que le président sénégalais qui s'est engagé à rapprocher les positions entre l'AES et la CEDEAO, sa médiation va prospérer, en tout cas ses démarches vont prospérer pour que les États de l'AES restent dans la CEDEAO parce que moi j'ai toujours dit l'AES n'est pas incompatible avec la CEDEAO. L'AES a une ambition sécuritaire, architecture de sécurité. La CEDEAO a intégration régionale. À mon avis, on peut avoir l'AES et la CEDEAO comme on a dit la G5 et la CEDEAO. Maintenant, il faut travailler à une solution entre le Bénin et le Niger. Et je crois que... Parce que tout le monde a y perdre. Hein? Mais c'est dit tout le monde a y perdre. Ce que vous dites est sans doute intéressant, mais ça pose un problème. Vous espérez que ces pays qui sont partis reviennent à la CEDEAO, mais on voit bien, excusez-moi, l'espèce de lâcheté dont fait preuve la CEDEAO, parce que tout ce problème que vit aujourd'hui le président Patrice Talon, c'est la faute. Le premier responsable de cette situation, c'est la CEDEAO qui aujourd'hui n'entretient même pas une espèce de médiation pour régler cette crise. Quelle est cette organisation sous-régionale qui crée les problèmes et qui s'en lave les mains après comme Ponce Pilate? Mais absolument, je suis d'accord avec vous. Mais vous savez, il faut... pour moi, il faut éviter de jeter le bébé avec l'eau du bain. La CEDEAO a fait beaucoup de conneries, le terme est assumé, y compris avant même la crise. La CEDEAO a laissé les pays de l'AES seuls face à la rébellion. C'est qui a au terrorisme. Ce qui a créé le rejet de la CEDEAO dans les pays de l'AES, c'est quoi? C'est que les gens ont dit, quand il y a eu les attaques à Chinagoder, et Inates qui ont fait des dizaines de soldats nigériens tués, ou à Solane au Burkina Faso, qui ont fait des dizaines de personnes qui ont été tuées. Il n'y a pas eu de contingent. Il n'y a pas eu de contingent. C'est quand il y a eu coup d'État, maintenant qu'on parle de contingent. Il n'y a rien eu. La CEDEAO était tranquille à Abuja faisant ses missions. C'est quand il y a eu le coup d'État qu'elle dise que, voilà, que le sort d'un président que nous tous nous souhaitons qu'il recouvre sa liberté, qu'il puisse retrouver la liberté. Mais les gens ont perçu que la CEDEAO se préoccupe plus d'une personne que du sort de l'ensemble de la population. En ce moment, mais moi je crois qu'il faut d'abord, en ce qui concerne la CEDEAO, il n'y a pas que des mauvais côtés de la CEDEAO. Si un Nigérien peut prendre sa carte d'identité pour traverser, aller jusqu'à Dakar, c'est aussi parce que nous avons travaillé à ce qu'il y ait de l'intégration. Si aujourd'hui, on peut faire du commerce entre les différents pays, il y a des choses que la CEDEAO a faites qui ne sont pas mauvaises. Maintenant, sur le plan de ces insuffisances que lui reprochent les États de l'AES, il faut engager une réflexion, voir comment on fait. Mais nous avons intérêt à travailler. Quand vous prenez la question qui me concerne le plus, moi, la question sécuritaire, nous ne pouvons trouver de solution aux défis sécuritaires que sur le plan régional et global. Exact. Le défi est devenu transnational. La réponse ne peut être que transnationale. Même les trois pays à eux seuls ne pourront pas la régler. Il faut que nous puissions travailler. Et cette réponse transnationale, on peut la construire à travers des organisations comme la CEDEAO. Monsieur le ministre, ne soyons pas naïfs.
ils ont dit dans leur communiqué où ils annonçaient leur retrait de la CEDEAO que cette organisation s'est éloignée des idéaux des pères fondateurs, qu'elle est devenue une menace. Tout à fait. Les mots ont été bien choisis. Enfin, je veux dire, chaque mot a son sens. Tout à fait. C'est ce qu'ils ont dit. Et ils ont parfaitement... Bon, pourquoi je continue d'être membre d'une organisation qui est devenue une menace pour moi-même? C'est ça. C'est ça le vrai problème. C'est ça le vrai problème. Parce que, comme l'avait dit, ils n'ont pas été aidés au moment où ils étaient totalement en crise avec les terroristes. Maintenant qu'il y a un président qui est déposé, on vient encore aggraver leur situation. Avec des menaces qu'on pouvait même leur envoyer encore des militaires. Ces militaires auraient pu aller plus tôt pour les aider à combattre les terroristes. Maintenant, non, ça dit c'est... Je viens de le dire, monsieur le ministre, on aurait espéré une médiation de la CEDEAO, mais là, ce sont nos présidents, nos chefs d'État fatigués du Bénin, Nicéphore Soglo, qui normalement devrait se reposer. C'est lui qui aujourd'hui prend son bâton de pèlerin et avec son compatriote Yahi Boni pour aller au Niger. Ça s'est passé le 24 juin. Qu'est-ce qu'on peut attendre de la médiation? Oui, M. Togbe, au fait, vous savez, moi je salue ces anciens présidents qui, au nom donc de vu les relations entre le Niger et le Bénin pendant qui ont pris cette décision d'aller, même s'ils n'ont pas été envoyés par le président Talon. Moi, je pense que ça va avoir un effet, même si ce n'est pas substantiel. Du moment où, tout au moins, les autorités nigériennes auraient constaté qu'il y a quand même des gens au Bénin qui ne raisonnent pas, qui ne réfléchissent pas, comme le président Patrice Talon, et qui sont soucieux, préoccupés par la situation. Première chose. Deuxième chose, ils n'ont pas vu seulement les autorités actuelles, ils ont rencontré encore les anciens présidents du Niger. Et vous savez, c'est dans la vie, comme je le reviens encore toujours sur la question de la modestie et de l'humilité. On dit dans ma langue, lorsque vous n'avez pas dépensé de l'argent pour acheter un pain, vous le prenez avec un bâton. C'est que le pétrole, le président Talon, un peu comme la plupart des projets de l'ancien régime qu'il est venu et puis il est en train de dire qu'il est en train de travailler là. Vous savez que c'est le président Yahi qui a négocié cette affaire du pipeline là avec Issoufou. Il n'en sait rien. Il ne sait pas toutes les difficultés qu'on a eues pour pouvoir avoir ce projet. C'est pourquoi son problème, à part ses intérêts privés, il veut tout disloquer parce que pour lui, lorsque l'État gagne 1 franc, il faut que lui gagne 5 francs. Donc cette médiation entreprise par les anciens présidents, moi je pense que ça va porter quand même un peu de fruits pour peu que le président béninois, Patrice Talon, décide maintenant d'être sincère, d'être homme de parole et d'être humble. Moi-même, je pense qu'il y a quand même des indicateurs. Le fait qu'ils aient été reçus pendant 3 heures avec le président Talon par le président Tchani Kouadio prouve qu'il y a quand même de part et d'autre une volonté de se parler. Une réceptivité. C'est cette volonté de se parler là qui me semble essentielle. Il faut que de part et d'autre qu'on comprenne qu'on a tout à y perdre. Le Niger et le Bénin vont se sauver ensemble ou vont se noyer ensemble. Parfait. Donc à partir de là, il faut mieux qu'on se sauve ensemble plutôt que de se noyer ensemble. Et des initiatives comme celle-là peuvent faire avancer l'agenda. Sur le point des incompréhensions, comment on les aborde? On a vu, par exemple, l'incompréhension sécuritaire que nous avons soulevée sur ce plateau. Il y a des propositions, il y a des pistes qui existent que dans le cadre, pour rétablir la confiance, parce que c'est la confiance qui est rompue. Pour rétablir la confiance, qu'est-ce qu'on fait? On peut faire une inspection conjointe de part et d'autre pour voir qu'il n'y a pas justement de base arrière. On peut faire aussi avoir des engagements pour que le Bénin dise que plus jamais, au grand jamais, il ne servira de base. Parce que moi, je pense que ce que les gens vivent, c'est au-delà du Bénin. Que les gens soient capables d'instrumentaliser le Bénin pour pouvoir les attaquer. Donc, à partir du moment où il n'y a pas cette possibilité d'instrumentaliser le Bénin, la rivalité va continuer avec les autres, mais pas avec le Bénin. Donc, c'est tous ces éléments-là qui peuvent être convoqués, rassemblés pour qu'on puisse avancer, parce que on parle des élites politiques. Mais si vous traversez, comme moi je l'avais fait pendant la période de la fermeture de la frontière, quand vous partez de Cotonou à Parakou et après Parakou, toute l'économie qui vivait... Oui, c'est ça. C'est effondré. De Parakou à Malanville, Natitengu, tout ça. Toute l'économie, j'ai parlé avec des gens qui vivaient de cette économie. Cette économie s'est effondrée. C'est la même chose. Dès que vous traversez le Niger, toute l'économie, jusqu'à Niamey, jusqu'à Dosso, jusqu'à Gaïa, etc., là aussi, ça s'est effondré. Bon, puisque l'agenda des hommes politiques, c'est de servir les citoyens,
Donc il faut absolument qu'on mette de côté l'orgueil, qu'on mette de côté l'absence d'humilité pour pouvoir avancer. Et on a une brèche qui s'est ouverte avec l'arrivée des chefs d'État. Mais il y a aussi, le point que vous évoquez est intéressant. Et ça ne peut pas ne pas évoquer la question du sérieux, encore une fois, de la CEDEAO qui, quand elle prend des sanctions, doit savoir que ça a des répercussions. Vous voyez ces nombreux camions qui ont été bloqués à la frontière, camions béninois, je dis, qui allaient au Niger mais qui ont été bloqués. Les denrées alimentaires ont pourri. Complètement. L'assurance, ça coûtait de l'argent. Et cette organisation sous-régionale n'a pas pu imaginer un mécanisme d'accompagnement financier des opérateurs économiques. Comment comprendre qu'il n'y ait pas de cadre cognitif qui aborde ces questions-là, ou qui sont des questions concrètes, des questions existentielles? Non, monsieur Toboué, vous voyez, bon, nous sommes sur un plateau, il y a des choses qu'on ne peut pas dire à haute voix, quoi. C'est ça le vrai problème. Parce que vous voyez, là, il y avait l'argent pour faire des contingents pour aller attaquer le Niger. Mais malheureusement, il n'y a pas de l'argent pour dédommager ces gens-là. C'est des milliards, ce qu'on dit là. C'est vrai, c'est des milliards qui sont partis en fumée. Des marchandises, des camionneurs, des satellites. Alors, ceux-là qui auraient peut-être même fait des prêts au niveau des banques. Et les échéanciers continuent de courir. Des gens qui ont déjà même bradé même leur camion. Des gens qui ont perdu, qui ont déposé le bilan. Ça, c'est sérieux. Bon, maintenant, peut-être que le financement qu'ils pensaient avoir pour aller attaquer le Niger, ce n'était pas pour faire du bien. Bon, bref, c'est triste. Une autre question, un dernier point très rapidement, pour finir cette émission. J'ai la chance d'avoir deux grands intellectuels avec moi. Ce sont deux questions de légitimité ou d'illégitimité aujourd'hui que nous avons sur la table. Pendant longtemps, vous avez des chefs d'État civils qui, eux, vous l'avez dit dans la première partie de notre émission, moi je ne donne pas de nom, je ne cite personne, mais on sait qu'il y a des chefs d'État civils qui tripatouillent les constitutions, qui instrumentalisent la justice de leur pays pour exiler leurs opposants ou caler leurs opposants, pour recaler leurs opposants par rapport aux élections. Ça aussi, c'est des coups d'État. Tout à fait. Voilà que des personnes qui ont des problèmes de légitimité dénoncent chez les militaires leur illégitimité et veulent restaurer la démocratie. Est-ce que là, on n'est pas à un moment où il faut rouvrir le débat institutionnel politique sur nos rapports aux institutions, aussi ce que nous voulons comme régime politique finalement? Absolument. Non, la question n'est pas... C'est une question qui a tout son sens et qui conditionne la crédibilité et la solidité de la CEDEAO, par exemple. Oui. Si, vous savez, dans la plupart des cas, sauf peut-être au Niger, on a même pu voir venir les coups d'État. Pour tous ceux qui observent en Guinée, par exemple, ou dans d'autres pays, on voit, et la CEDEAO ne fait rien. Non. Parce que, il y a un passage en force pour réviser la Constitution, les élections sont manifestement truquées et peu crédibles. La CEDEAO ne dit rien. Elle n'agit pas, elle n'est pas là. Dès qu'il y a un coup d'État militaire, elle dit que c'est impossible, il faut sanctionner les gens, y compris avec des mesures criminelles. Parce que le fait qu'on ne puisse pas amener des médicaments, ça a créé des situations. Ça a fait que des gens sont morts dans les maternités. Le fait qu'on ait coupé l'électricité par le Nigeria, des gens sont morts dans les maternités. Donc si la CEDEAO ne retrouve pas sa crédibilité, en ne disant pas que le seul coup d'État sont les coups d'État kaki et que les autres coups d'État sont des coups d'État acceptables, sa crédibilité ne sera pas acceptée. Aujourd'hui, il y a au-delà même des pouvoirs qui sont en place à Bamako, à Niamey ou à Ouagadougou, il y a un rejet de la CEDEAO dans les opinions publiques à cause de sa posture, à cause de son comportement. Et si elle veut reconquérir cette audience auprès de l'opinion publique, il faut qu'elle change totalement de paradigme. C'est un changement de paradigme dont on a besoin. Moi, je suis totalement d'accord avec le frère, parce que la CEDEAO a repensé, totalement repensé. Parce qu'on ne peut pas condamner les coups d'État militaires et acclamer les coups d'État institutionnels. Et mieux, lorsque nous regardons même les élections dans nos pays, vous savez, moi j'avais déjà la dent très dure contre la CEDEAO. Et moi je me demandais, j'ai même écrit, je dis, je ne sais pas à quoi ça sert finalement. Vous savez, en 2019, en 2018, avant les élections législatives au Bénin, moi j'étais avec d'autres députés, on était allés au Nigeria, à Abuja, au siège de la CEDEAO, avec un mémorandum sur toute la situation. Et ces élections qu'on a connues, où les gens étaient
carrément exclus, totalement exclus. On a tué des gens. La CEDEAO s'est permis de dire que les élections se sont bien déroulées. Ça choque, ça frustre. À des moments, on se demande, mais c'est quoi cette affaire-là, si on va continuer à cotiser de l'argent pour que les gens voyagent, les gens se payent des perdièmes. Donc, il faudrait que nous... Sinon, vous savez, on a beau critiquer, demain, il y aura des situations pires. C'est ça, d'autres coups d'État. D'autres coups d'État. Et les gens vont... Il n'y aura pas seulement les 3 pays là qui vont sortir de la CEDEAO. D'autres pays vont sortir encore de la CEDEAO. Parce que si déjà les gens ont fait 2 mandats, 3 mandats, il y a même quelqu'un qui annonce déjà 4e mandat. Et lui, il n'a pas fait coup d'État. Et vous vous acharnez sur les militaires. Les militaires qui ont pu déposer des chefs sans effusion du sang. Et il faut qu'on s'occupe de l'économie. Ça, c'est vraiment important, parce qu'on l'a dit. Hein. Et qui, du Bénin ou du Niger, ou bien de la CEDEAO, on ne veut pas dire Bénin, Niger, la CEDEAO, là, comment est-ce qu'on va pouvoir dédommager tous ces commerçants, transporteurs qui ont perdu? Il y en a qui sont morts. Bien parce que tu as dit c'est crucial. C'est terrible, quoi. Bref. C'est même étonnant que la question ne fasse pas l'objet d'un sommet ou d'une réunion. Ça les intéresse pas. C'est très curieux. Non, c'est absolument important. C'est d'autant plus important. C'est peut-être une déformation qui m'amène à la question sécuritaire. Mais si l'effondrement économique, l'appauvrissement des gens, ça crée le terreau favorable au recrutement des jeunes. Merci, voilà. Les jeunes, que ce soit au Bénin, que ce soit ça fait le lit. Ça crée le terreau favorable au recrutement des jeunes parce qu'ils n'ont rien à faire, parce qu'il n'y a pas de perspective. Ils vont se faire et les groupes djihadistes vont ouvrir les sirènes qui vont les attirer et ils vont être entraînés. Exact. Bon, nous l'avons dit, j'ai rappelé ici les propos de vos compatriotes qui a dit c'est culturel au Niger d'être têtu, on ne défie pas le Nigérien. Le problème, c'est que le président Patrice Talon aussi n'est pas facile. C'est quelqu'un de très sanguin. Il faut qu'il en tire toutes les leçons maintenant. De quelqu'un mais je le dis au sens respectable du terme. Au milieu, il y a 2 peuples, frères et amis, qui ont toujours vécu ensemble. En frères, au Bénin, les Nigériens se sentaient chez eux. Au Niger, les Béninois, j'y étais même pendant la dernière élection, je me sentais chez moi. Donc, partout où on se sent chez nous, en Afrique, il faut que nos chefs d'État fassent en sorte que les peuples continuent de vivre ensemble, en peuple, frères et amis. Si cette crise n'est pas politique, n'est pas géopolitique, et n'est qu'une crise d'ego, on peut espérer que les deux arrive à s'entendre. Et que si c'est le président Patrice Talon qui doit refaire une délégation pour aller voir son homologue nigérien pour dire on a pu commettre des erreurs de par le passé, mais laissons tomber, nous sommes des frères, nous sommes entre nous africains, on peut se pardonner et avancer. Je pense que c'est une démarche que le président Tiani comprendra. En tout cas, espérons que de part et d'autre, des pas existent et que cette crise soit résolue et que les Béninois et les Nigériens continuent de vivre comme d'habitude. Mais au niveau des peuples, il n'y a pas de problème. Les Béninois et les Nigériens continuent de vivre. Non, c'est sérieux, je suis très sincère. Merci. Il y a un problème entre les Nigériens et les Béninois. Absolument. Il y a un problème entre le président Patrice Talon, institut personné. Malheureusement, il s'est fait qu'il est le chef de l'État aujourd'hui. C'est lui qui a créé tout son problème, qui est en train de gérer le problème, mais qui est en train d'entraîner le Bénin dans un chaos. Il faudrait qu'il se recherche, honnêtement. Je pense que si ce que vous avez fait, c'est une constatation gratuite que vous l'avez faite. Ça vaut quelques milliards là. S'il devenait plus humble et qu'il allait, les gens vont comprendre. Mais quand si tout le temps, il prend la parole, c'est pour défier encore les gens. Ouais. Quand moi je l'ai vu dans l'émission là, ouais, il était déséquilibré. Vous voyez quelqu'un comment il tapotait la coupe droite, tout ça là. Il dit oui. Bon, on va faire. Le ministre a de faire la psychanalyse maintenant. Oui, je l'ai bien observé. Ouais, merci. Mais il suffit qu'il se mette un tout petit peu dans l'humilité. Effectivement, il balance un coup de fil à son collègue pour dire effectivement, je reconnais. Mais si tant qu'il ne va pas dire qu'il reconnaît, mais il dit non, c'est le Bénin, le Niger qui va perdre. Le Bénin n'a rien à perdre. Mais il a dit ça. Qui est en train de perdre aujourd'hui? Mais Bénin contrôle, moi je veux bien aller faire le bilan. Nous avons une qualité sur le continent. Nous nous fâchons vite, mais nous pardonnons aussi facile. Absolument. Mais il faut qu'on retrouve cette qualité. Absolument. Nous sommes les mêmes. Voilà. L'Africain n'est jamais rancunier éternellement. Non. Il pardonne facilement. Il suffit qu'il y ait la compréhension. En tout cas, merci. Et Valentin Dianoutin Agossou, je rappelle que vous êtes un ancien garde des Sceaux, ministre de la Justice du Bénin, ancien député à l'Assemblée nationale, ancien juge de la Haute Cour de Justice. Mais vous vivez malheureusement en exil, loin de votre pays. Mais c'est toujours un temps qui passe. Il viendra
ça va passer. Le moment viendra où vous retournerez Absolument. dans votre pays. Absolument. Il y a aucun souci. Sédic Abba, universitaire, journaliste, analyste politique, chercheur associé et président du Centre international de réflexion sur le Sahel. Vous êtes un grand spécialiste du Sahel et des questions sécuritaires sur le continent. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir été nombreux à notre compagnie. Si vous voulez suivre à nouveau cette émission, allez sur www.nca-tv.com. À très bientôt pour un autre numéro de Frontal. Merci. Merci à vous. Les ressources naturelles sont toujours restées le moteur des grandes économies émergentes. Bienvenue en RDC, un pays doté de riches gisements de cuivre, de cobalt, d'étain, de tantale, d'or, de diamants, de lithium, de nickel et de plusieurs terres rares au monde. Nos ressources naturelles sont au cœur des objectifs de développement durable et sont indispensables dans la transition énergétique qui doit permettre à la planète de basculer vers l'énergie propre. Alors que le monde en profite, nos populations devraient également en profiter pour un avenir meilleur et prospère. La collaboration et la coopération pour le développement et la croissance mutuelle sont la voie à suivre pour fournir des infrastructures de base et élever le statut socio-économique de notre peuple. La RDC accueille les investissements du monde entier. L'agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration signées entre la République démocratique du Congo et ses partenaires privés, l'APCSC en sigle, est un instrument très stratégique. C'est en fait le bras ouvrier pour le développement intégré de notre pays. Les gestionnaires des ressources naturelles font leur travail d'une part, et les gestionnaires des infrastructures présentent des états de besoin de l'autre part. Maintenant, il faut un trait d'union qui connecte le besoin au potentiel. C'est ça la PCSC. Fidèle à la vision chère au chef de l'État, celle de développer la RDC en lui dotant des infrastructures de base grâce à ses ressources naturelles, notre détermination, c'est de voir un Congo industrialisé, un Congo développé, un Congo où on peut se déplacer, un Congo où on peut imaginer l'inimaginable. Donc, si vous envisagez un investissement important pour des perspectives mutuellement bénéfiques, contactez-nous. APCSC souhaite la bienvenue au monde en RDC et à son tour fait du monde de la RDC une économie florissante, prospère et inclusive.